Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Ça y est, après 2 mois et demi sans nouvelles vidéos avec les examens et les vacances, Gothic Sailing reprend du service. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, la première du sprint final vers le Vendée Globe 2024. Et j'ai décidé pour ça de m'intéresser au cas de Yannick Bestaven. Peut-il rééditer l'exploit de Michel Desjoyaux dans les années 2000? En a-t-il les capacités matérielles et qu'est-ce qui fait de lui un favori? Vous saurez tout dans cette vidéo. Si la vidéo peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux Instagram, Facebook et TikTok. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Dimanche 8 novembre 2020. Il est 14h20 et la flotte de 30 bateaux s'élance après un départ retardé d'1h18 à cause de la brume à l'assaut des océans pour environ 3 mois. Parmi eux, on remarque bien évidemment les grands favoris. Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Kevin Escoffier, Sébastien Simon, Boris Herman ou encore Jérémy Bayou, mais on remarque moins celui à la barre de Maître Coq 4. Et pour cause, il s'agit de Yannick Bestaven, un Rochelais de 47 ans, né à Saint-Nazaire, et qui n'était connu alors par pas grand monde. Brillant ingénieur, naviguant la plupart du temps sur le circuit classe 40, bien moins médiatisé que celui de l'IMOCA, il a fait une seule très brève apparition en 60 pieds, prenant le départ du Vendée Globe 2008 et dématant après seulement 28 heures de course dans le golfe de Gascogne. Personne ne mise sur une victoire du skipper, doté en plus d'un bateau à petits foils datant de 2016, qui sur le papier ne rivalise pas avec les grands foils des bateaux de dernière génération. Et pourtant, coiffant au poteau tous les pronostics, l'Aquitain réalise une course sensationnelle. En tête du 38e au 65e jour de course et bataillant pour la victoire finale avec son bateau ancien. Et, bien que la concurrence soit rude, il parvient à tenir la dragée haute aux foilers de dernière génération, si bien qu'il finit, le 28 janvier 2021, après un final complètement fou et inédit, par remporter le Vendée Globe, alors qu'il n'avait réalisé depuis 2018 que des performances certes satisfaisantes pour un voilier d'ancienne génération, mais pas étincelantes non plus. Une 11e place sur la Jacques Vabre 2019, une 6e place sur la Fastnet Race 2019, ou encore une nouvelle 6e place sur la Vendée Arctique 2020. Le monde de la voile est estomaqué, et le Vendée Globe a encore montré qu'il ne suffisait pas d'avoir le meilleur bateau pour gagner la course. Au terme de ce Vendée Globe qui s'est joué aux bonifications, une première dans l'histoire, Yannick a beau avoir rempli tous ses objectifs, et même plus, il annonce qu'il remplira pour 2024 avec le même sponsor mais un nouveau bateau, Maître Coq 5, qui voit ainsi le jour en 2022 dans l'optique d'aller le remporter et égaler le record de Michel Desjoyaux. Alors, s'il est tout naturellement placé parmi les favoris, voire ultra favoris pour la victoire finale, en janvier ou février prochain, le Rochelais est-il le digne héritier du professeur? C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, les premières impressions laissent penser que oui, il peut sans nul doute réaliser cette performance historique. En effet, la combinaison de plusieurs facteurs peut lui permettre de remporter ce Vendée Globe. Parmi eux, le bateau et la tactique. Car si, il y a 2 ans, le Rochelais avait fini par se faire reprendre par Charlie Dalin dans la remontée de l'Atlantique, désormais, il a un bateau neuf, aux caractéristiques similaires à ceux de ses premiers concurrents, à l'image notamment du skipper Avray, de Thomas Ruyant ou encore de Samantha Davis. Le team Maître Coq, lui accordant toute sa confiance pour la suite, décide de déployer les grands moyens pour tenter une performance historique pour la conception de son nouvel IMOCA. Maître Coq 5 est un bateau de très haute technologie, de dernière génération, construit dans les moules de Eleven Tower Racing Malama,
le nouveau fleuron du team américain spécialisé dans la course en équipage. Cockpit davantage fermé que sur son ancien bateau, carène plus étroite, étrave arrondie à la matière du bureau Valet 3 de Louis Burton et safran allongé permettant une tenue de route meilleure et favorisant l'envol du bateau dans le petit temps, grâce à ces foils qui sont, comme le veut cette nouvelle génération de bateaux, bien plus grands que sur son précédent. 7 mètres de longueur développée contre 4,5 pour l'ex-Safran 2. Construit à Port-la-Forêt chez CDK Technologies et conçu par Guillaume Verdier, il diffère néanmoins du navire américain sur certains points. Le nouveau bolide, noir et rouge, se veut moderne et épuré dans le design. Il est le premier bateau jamais construit par le volailler vendéen, dont le siège est situé à Saint-Fulgent dans le Nord-Vendée. Il s'agit du 3e bateau de 60 pieds sur lequel Yannick Bestaven est skipper principal, après Aquarelle.com de 2007 à 2008 pour un Vendée Globe finalement très court, abandon sur dématage au bout de 28 heures de course, puis Maître Coq 4 de 2018 à 2022, en plus de transat ou de course en tant que co-skipper ou équipier qui lui offre un second atout non négligeable, l'expérience. Car en effet, même hors de sa période passée en tant que skipper principal chez Maître Coq, il a pu apprendre au contact de marins parfois mondialement connus. Marc Guillemot en 2009 lors du record SNSM, Kit de Pavan en 2017 lors de la Transat Jacques Vabre, ainsi que la légende Roland Jourdain, à qui nous avons dédié la dernière vidéo, sur toutes les courses de l'année 2019. Transat Jacques Vabre, Défi Azimut, Rolex Fastnet Race, Bermude 1000 et Grand Prix Guyadé, toutes ponctuées de très bonnes performances pour un bateau d'ancienne génération. Une expérience qu'il a d'ailleurs continué à glaner en solitaire avec sa 6ème place sur la première édition de la Vendée Arctique en 2020, à seulement 3 mois du Vendée Globe. Ayant pu se confronter aux diaboliques mers du Sud durant le Vendée Globe, qui plus est dans des conditions dantesques, le Rochelet a ainsi accumulé les conseils mais aussi les expériences qui lui offrent une connaissance accrue du terrain pour le prochain Everest des mers. Ce qui évidemment est un aspect extrêmement important d'un point de vue stratégique et tactique. Exemple concret, si le cockpit de Maître Coq 5 est plus fermé que celui de Maître Coq 4, c'est pour faciliter le confort de Yannick Bestaven dans sa cellule de vie, de laquelle il va pouvoir gérer la majeure partie des actions importantes du bateau, ce qui a nécessité lors de la conception du navire une attention toute particulière. Nouveauté, modernisation et optimisation, tels sont les 3 objectifs de la création du nouveau fleuron de l'Aquitain. Si on devait comparer ce contexte par rapport à la performance de Michel Desjoyaux il y a 16 ans, il est à peu près le même. Un bateau neuf, à la pointe de la technologie et conçu pour gagner à tout prix, et une concurrence extrêmement relevée avec plus de la moitié des bateaux pouvant prétendre à la victoire finale. 18 sur 30, 9 en 2008, 12-9 en plus des 10 IMOCA de génération antérieure, optimisés, soit potentiellement 22 sur 40 cette année, avec des skippers revanchards de la dernière édition, comme Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Jérémy Bayou, Boris Herman, Sam Davis ou encore Louis Burton, des favoris émergents comme Maxime Sorel, Clarisse Kremer, Paul Meillat, Arnaud Boissière, Romain Attanasio, Benjamin Dutreux, Damien Seguin, Giancarlo Pedoté, Kojiro Shiraichi ou encore Sébastien Simon, ou encore des nouveaux disposant de navires très haut de gamme, voire neufs, comme Justine Métro, Johan Richomme ou encore Nicolas Lundven. Quoi qu'il arrive, la concurrence risque d'être féroce, et Yannick Bestaven le sait mieux que quiconque. Yannick Bestaven a donc toutes les cartes en main pour remporter ce Vendée Globe 2024 et égaler le record de Michel Desjoyaux. Toutes, ce serait trop vite parlé. Et il y en a une notamment que le Rochelet ne peut pas maîtriser, évidemment celle de la météo. On le sait depuis la nuit des temps, en haute mer, l'océan, le vent et les différents états du temps dictent le tempo des navigations. Et si ce fut valable pour les expéditions, ça l'est aussi pour les courses. Certains Vendée Globe ont ainsi été largement perturbés par des flots qui procèdent eux-mêmes à leur propre sélection. Cela peut aller de quelques avaries, plus ou moins importantes, à des drames malheureusement bien connus. Si des cas apparaissent malheureusement sur bon nombre d'éditions, comme Philippe Poupon en 1989,
Bertrand de Broc en 1996 ou encore Javier Sanso en 2013. Les éditions les plus marquantes sont sans aucun doute la deuxième, sur laquelle les morts de Nigel Burgess et Mike Plant sont malheureusement à déplorer, la troisième, celle de 1996, qui a vu les naufrages de Raphaël Dinelli, Tony Bullimore et Thierry Dubois, ainsi que la tragique disparition de Jerry Roofs, et la sixième, celle de 2008, qui avait éliminé 19 skippers de l'Everest des mers, mis en péril les vies de Yann Eliès et de Jean Le Cam, et propulsé à l'avant de la course un certain Michel Desjoyaux, qui avait lui-même dû faire face à des galères et friser l'irréparable à Noël en évitant de justesse la perte d'un safran. Et l'édition 2020 n'avait non seulement pas fait exception, mais avait même confronté les skippers à des conditions particulièrement dantesques qui ont éliminé certains et privé d'autres grands favoris d'aptitudes importantes. Collision pour Jérémy Bayou, enterrant ses espoirs de victoire, ainsi que pour Sam Davis et Sébastien Simon, contraints à l'abandon, avarie de foil pour Thomas Ruyant, qui en a sectionné une partie, et Charlie Dalin, contraint à une réparation de fortune, avarie de mât pour Louis Burton, obligé de s'arrêter au large de l'île Macquarie pour réparer, très grosse avarie menaçant la quille du MACSF d'Isabelle Joschke, mais surtout le terrible naufrage de Kevin Escoffier, sauvé par Jean Le Cam après le bris net de son PRB en deux parties le 30 novembre, causé par une vague scélérate dans laquelle s'est planté le navire. La mer et la nature sont deux éléments particulièrement imprévisibles, et même si désormais des fichiers météo sont disponibles pour les skippers et que les prévisions s'avèrent de plus en plus exactes, il n'est pas possible de prévoir le sort qu'elles réservent aux marins, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière de la course. Et la météo peut causer d'énormes dégâts, au sens propre comme au sens figuré, car toute une tactique en dépend. Un poteau noir capricieux, une zone de pétole mal négociée, ou encore une mauvaise stratégie de routage, l'exemple d'Yves Parlier en 2000 est encore bien ancré dans toutes les têtes, peut réduire considérablement, voire complètement anéantir toutes les chances de victoire des skippers poursuivants, ou au contraire leur ouvrir la voie quand le sort s'abat sur le leader. La zone d'incertitude est donc grande, même avec une stratégie bien huilée et étudiée de longues semaines avec le team avant le début de la course. Deuxième point pouvant faire tiquer, les performances du skipper depuis 2022. Car en effet, si Michel Desjoyaux écrasait la concurrence en 2007 ainsi que sur les mois précédents le Vendée Globe 2008, Yannick Bestaven, lui, apparaît plus en difficulté depuis sa victoire en 2020. 9ème de la Transat Jacques Vabre en 2021, à 3 jours du duo vainqueur, Thomas Ruyant et Morgan Lagravir sur Linked Out, avec Jean-Marie Doris pour sa dernière course sur Maître Coq 4, 19ème de la Route du Rhum 2022, avec 2 jours de retard sur le vainqueur, une nouvelle fois Thomas Ruyant, 8ème de la Rolex Fast and Race 2023 avec Julien Pulvé, 15ème des 48 heures du défi Azimut de Lorient, abandon sur la Transat Jacques Vabre 2023 avec Julien Pulvé, suite à une déchirure de grand voile et à des défauts structurels, les performances réalisées sont en demi-teinte. Pendant ce temps, en 2007, Michel Desjoyaux gagnait le record SNSM en juin et la Transat Jacques Vabre avec Emmanuel Le Borgne en novembre, avant de s'offrir la 3ème place sur la Transat B2B, ancêtre du retour à la base, à moins de 4 heures du vainqueur Loïc Perron. Autant dire que, même s'il a connu comme Yannick Bestaven un abandon sur l'Artemis Transat après une collision avec un animal, il n'a laissé presque aucune chance à ses concurrents sur les grandes courses, malgré une année 2008 plus compliquée. 2ème du Grand Prix de Douarnenez, 5ème du record SNSM et donc abandon sur l'Artemis Transat suite à un choc avec un animal marin. L'écart entre les performances des deux marins peut s'expliquer par plusieurs raisons. Tout d'abord, s'il s'est avéré plus solide et efficace dans le Grand Sud que les bateaux à grand foils sur le Vendée Globe 2020, Maître Coq 4 a, comme ses compères à petit foils, subi la loi des grands foilers, qu'ils soient les plus récents ou simplement adaptés aux foils de 2020. Pour preuve, sur la Transat Jacques Vabre 2021, le Prysmian Group de Giancarlo Pedote, le Nexans Arrêt Fenêtre de Fabrice Amedeo et Maître Coq 4 sont les 3 seuls foilers de 2016 présents dans le top 10 en 6ème, 9ème et 10ème position.
La hiérarchie bousculée sur 80 jours lors de l'Everest des mers est cette fois respectée sur une transat où les conditions sont plus favorables au vol, sans Grand Sud, Golfe de Gascogne ou autres poteaux noirs. Cette 9e place peut aussi se justifier par le fait que, malgré un chantier post-Vendée Globe de 3 mois, le bateau a fini le Vendée Globe lessivé, Yannick Bestaven ayant dû pousser sa machine dans ses retranchements afin de tenir les favoris, notamment quand ceux-ci ont retrouvé dans la remontée de l'Atlantique des conditions plus favorables, et n'a donc pas pu suivre lorsque la tête de flotte a pris de la vitesse sur la Transat Jacques Vabre. De plus, le skipper Rochelet a aussi dû changer de navire au milieu de l'année 2022, l'obligeant donc à apprivoiser son nouvel outil de travail, ce qui explique la 19e place sur la route du Rhum. Ça ne fut pas le cas de Michel Desjoyaux, qui, bien que de retour après une aventure de 7 ans en multicoque, a pu bénéficier très tôt, et même dès le départ de son contrat avec Foncia, d'un navire flambant neuf, et qui plus est, l'un des plus optimisés et performants de la flotte. Le travail remarquable des équipes de conception puis d'entretien du bateau lui permettent de faire des performances encore aujourd'hui. Exemple concret, la 6e place de Jean Le Cam lors du dernier Vendée Globe ou la 21e place sur 40 IMOCA de Violette d'Orange sur la dernière Transat Jacques Vabre. Apprivoiser et s'acclimater à un bateau neuf qui n'a plus grand chose à voir avec ce qui se faisait il y a 8 ans, nouveaux folds bien plus grands, électronique toujours plus présente, optimisation du moindre mètre carré dans la pièce de vie, cockpit refermable, peut prendre du temps, ce qui explique ainsi les performances en dents de scie du dernier vainqueur du Vendée Globe. Néanmoins, on voit bien que ce dernier en a presque fini avec cette phase compliquée, comme le prouve sa très encourageante 4e position sur la Guyadée Bermude 1000 en 2023. De même, l'abandon sur la Jacques Vabre en novembre dernier, s'il vient à l'origine d'une déchirure de grand voile, a permis au tandem Bestaven-Pulvé de détecter sur le bateau des anomalies structurelles qui depuis ont été réétudiées puis résolues. Ainsi, ces performances s'expliquent. Et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin, pour gagner un Vendée Globe, de tout détruire sur votre passage sur les 3 années qui le précèdent, quand on sait que la première victoire du Rochelet sur le circuit IMOCA est le Vendée Globe 2020. Alors, voyez-vous Maître Coq 5 triompher dans 6 mois au sable? J'attends vos avis en commentaire. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.